Imaginez un chantier de construction dans l'Europe médiévale du XIIIe siècle. Des échafaudages en bois tanguent dangereusement contre les murs grandissants d'une cathédrale gothique, assemblés avec de la corde et ne tenant que par leur propre poids. Loin au-dessus du sol, des tailleurs de pierre s'attaquent à d'énormes blocs sans casque, sans harnais de sécurité, sans même l'idée que de telles protections pourraient être nécessaires. À l'intérieur des murs de la cathédrale, des ouvriers marchent sans fin, à l'intérieur d'énormes roues en bois, tels des hamsters humains, hissant des blocs de plusieurs tonnes vers le ciel, avec des machines sans frein, sans arrêt d'urgence, sans aucun mécanisme de sécurité. L'air est chargé de poussière de pierre qui étouffe lentement chaque maçon qui la respire. Des enfants, parfois âgés de 10 ans à peine, travaillent aux côtés des adultes, apprenant leur métier en accomplissant les mêmes tâches dangereuses. Telle était la réalité de la construction médiévale, un monde où l'ambition architecturale s'élevait bien plus haut que toute considération pour le coût humain. Dans cette vidéo, vous découvrirez précisément comment les méthodes de construction médiévale violaient la quasi-totalité des codes du bâtiment, des réglementations de sécurité et des normes de santé au travail moderne. Nous révélerons comment les maîtres d'œuvre concevaient des cathédrales vertigineuses, sans le moindre calcul mathématique, s'appuyant sur des tâtonnements qui se soldaient parfois par des effondrements catastrophiques. Vous apprendrez pourquoi leurs échafaudages seraient immédiatement interdits par les inspecteurs modernes, et comment les preuves squelettiques révèlent que près de la moitié des travailleurs médiévaux ont subi des blessures traumatiques. Nous explorerons le cauchemar des grues à cage d'écureuil, des engins ingénieux capables de soulever plusieurs tonnes mais dépourvus de freins, qui tuaient souvent les ouvriers aveugles engagés pour les manœuvrer. Vous verrez comment les bâtisseurs érigeaient des structures massives sur des fondations choisies au jugé, avec des résultats qui, parfois, penchent encore aujourd'hui. Les matériaux toxiques manipulés sans protection, l'absence totale d'hygiène, les enfants apprentis travaillant de l'aube au crépuscule, et les réglementations inapplicables, tout cela sera mis en lumière. Ce voyage culminera avec la restauration de la cathédrale Notre-Dame, où la tension entre les techniques médiévales et la sécurité moderne révèle une vérité fondamentale. Chaque cathédrale et chaque château du Moyen Âge a été construit selon des méthodes qui seraient aujourd'hui totalement illégales. Que se passe-t-il lorsque nous examinons la construction médiévale à travers le prisme des réglementations contemporaines ? La réponse est à la fois fascinante et troublante. Ces magnifiques structures qui ont traversé 8 siècles ont été érigées dans des conditions qui horrifieraient les inspecteurs de sécurité modernes et entraîneraient de la fermeture des chantiers en quelques heures. Pourtant, les bâtisseurs médiévaux n'étaient pas des fous imprudents. Ils opéraient dans un cadre de connaissances, de contraintes économiques et de valeurs culturelles complètement différents. La question n'est pas de savoir si les travailleurs médiévaux étaient courageux ou insensés, mais comment l'humanité a appris à valoriser à la fois la réussite architecturale et la vie humaine, et quel prix a été payé pour ces leçons. Le voyage qui nous attend remettra en question les idées reçues sur le prétendu âge des ténèbres, révélant des techniques sophistiquées qui violaient néanmoins les principes fondamentaux de la sécurité des travailleurs, du génie civil et de la santé publique. Commençons par la violation peut-être la plus fondamentale, l'absence totale de calcul d'ingénierie. Les maîtres d'œuvre médiévaux concevaient des structures s'élevant à 48 mètres de hauteur, supportant des milliers de tonnes, sans effectuer un seul calcul de contrainte. Ils n'analysaient jamais la répartition des charges, ni ne calculaient la capacité portante des murs et des colonnes. Au lieu de cela, ils se fiaient entièrement à un savoir empirique, cristallisé par des siècles de tâtonnements, codifié dans des systèmes de proportions et des règles géométriques transmises par l'apprentissage. Là où les ingénieurs modernes utilisent des logiciels d'analyse par éléments finis pour modéliser les forces dans chaque poutre et chaque colonne, les bâtisseurs médiévaux utilisaient des règles empiriques basées sur ce qui avait fonctionné auparavant et ajustaient en fonction de ce qui avait échoué. La compréhension du maître maçon ne venait pas des manuels, mais d'années d'observation et d'une sagesse accumulée. Des précédents anciens existaient. Le manuel du constructeur d'Ézéchiel datant d'environ 600 avant notre ère, les écrits de Vitruve de l'époque romaine, décrivant des systèmes de proportions reliant la hauteur des colonnes à leur diamètre
et établissant des relations architecturales fondamentales. Les bâtisseurs médiévaux ont absorbé ces traditions et les ont adaptées aux ambitions gothiques, créant des structures basées sur des ratios et des formes géométriques qui s'étaient avérées efficaces dans les constructions antérieures. Un maître maçon pouvait savoir par expérience et par tradition qu'une colonne supportant une portée donnée devait avoir une certaine épaisseur par rapport à sa hauteur, ou que les arcs-boutants devaient être positionnés à des intervalles spécifiques pour empêcher les murs de fléchir vers l'extérieur sous la poussée latérale des plafonds voûtés. L'arc brisé gothique, l'une des innovations les plus caractéristiques de l'époque, répartissait le poids plus efficacement que l'arc en plein cintre romain. Mais les bâtisseurs médiévaux le comprenaient par l'observation et l'expérimentation plutôt que par l'analyse mathématique des vecteurs de force. Ce savoir était codifié dans les pratiques des guildes, préservé dans des secrets de métier jalousement gardés, et transmis directement de maître à apprenti, par une formation pratique qui pouvait s'étendre sur une décennie ou plus. Ce qui est remarquable, c'est à quel point ces méthodes étaient conservatrices lorsqu'elles fonctionnaient. L'analyse des cathédrales médiévales révèle des contraintes de travail parfois aussi faibles qu'un centième de la résistance réelle de la pierre à l'écrasement. Les bâtisseurs médiévaux, dépourvus d'outils mathématiques pour calculer précisément la charge que les structures pouvaient supporter, prenaient des marges de sécurité spectaculaires lorsque leur conception réussissait. Ils surdimensionnaient magnifiquement, ce qui explique en partie pourquoi ces structures ont survécu 8 siècles. Pourtant, lorsque les bâtisseurs allaient au-delà des techniques éprouvées dans leur quête de plus grande hauteur, le désastre suivait parfois. Le soir du 29 novembre 1284, les grandes voûtes du chœur de la cathédrale de Beauvais s'effondrèrent soudainement dans un fracas assourdissant. La construction avait commencé en 1225 sous l'impulsion du comte-évêque Milon de Nanteuil, créant les plus hautes voûtes gothiques jamais tentées, à 48 mètres. Le chœur fut achevé en 1272 et pendant 12 ans, la structure tint bon. Puis la poussée latérale de ces voûtes élancées, manquant de contreforts suffisants et exacerbée par le flambement de supports chargés de manière excentrique, dépassa la capacité de la structure. Les voûtes s'écroulèrent, détruisant des années de travail. La leçon fut brutale. Lors de la reconstruction, des supports supplémentaires furent ajoutés, bien que la cathédrale n'ait jamais été achevée selon son plan original. De même, en 1322, la tour centrale de la cathédrale d'Ely s'effondra avec un bruit semblable à un tremblement de terre, probablement à cause de problèmes de répartition du poids. L'effondrement mena à l'innovante tour octogonale, un chef-d'œuvre d'ingénierie en bois né de la nécessité. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'une partie du processus d'apprentissage qui caractérisait la construction médiévale. Quand quelque chose s'effondrait, les bâtisseurs analysaient ce qui n'allait pas avec leur méthode empirique et essayaient de nouvelles approches. Si une technique réussissait, les maçons devenaient plus audacieux la fois suivante. Le progrès se faisait de manière incrémentale, inscrit dans les succès et les échecs des bâtiments réels, plutôt que dans des calculs d'ingénierie. Le coût humain de cette approche par tâtonnement, les ouvriers tués dans les effondrements, les ressources gaspillées dans des projets ratés, étaient simplement acceptés comme le prix du progrès architectural. Du point de vue moderne, la violation est absolue. Aujourd'hui, une analyse structurelle détaillée doit avoir lieu avant qu'une seule pierre ne soit posée. Les ingénieurs utilisent des logiciels sophistiqués, modélisant la répartition des charges à travers chaque élément, calculant les contraintes sous diverses conditions, y compris les charges permanentes, les charges d'exploitation, le vent et les forces sismiques. Les codes du bâtiment imposent des facteurs de sécurité spécifiques. Des ingénieurs professionnels doivent apposer leur sceau sur les documents, assumant la responsabilité légale de l'adéquation de la structure. Les simulations informatiques identifient les défaillances potentielles avant le début de la construction, prévenant les effondrements catastrophiques qui ont enseigné aux bâtisseurs médiévaux leurs plus dures leçons. Le contraste ne pourrait être plus saisissant. La construction médiévale reposait sur des règles géométriques affinées par des siècles de désastres occasionnels, tandis que la construction moderne exige une preuve mathématique de l'adéquation avant le début des travaux. Les plateformes en bois sur lesquelles les ouvriers médiévaux se tenaient quotidiennement
serait condamné en quelques minutes par les inspecteurs de sécurité modernes. L'échafaudage médiéval, appelé hordage, était constitué de poteaux et de planches en bois attachées avec de la corde, s'effondrant souvent sous leur propre poids, avant même de supporter les charges des ouvriers et des matériaux. Ce qui rend ces structures particulièrement alarmantes, c'est qu'elles n'étaient pas ancrées au bâtiment lui-même. Contrairement aux échafaudages modernes, solidement fixés à intervalles réguliers et conçus pour des capacités de charge spécifiques, l'échafaudage médiéval ne tenait debout que par son propre poids. Les ouvriers construisirent ces structures semi-permanentes, les déplaçant vers le haut, au fur et à mesure de l'avancement de la construction, démontant et remontant des sections à plusieurs reprises. Le système fonctionnait sans évaluation de charge, sans inspection, sans aucune norme de sécurité formelle. Les restes squelettiques des ouvriers médiévaux racontent une histoire sinistre. Une étude approfondie de 314 individus médiévaux de Cambridge a révélé des taux de traumatisme catastrophiques selon les normes modernes. Au cimetière de All Saints by the Castle, 44% des squelettes présentèrent des blessures traumatiques subies de leur vivant. Les hommes montraient une prévalence de fractures de 40%, les femmes de 26%. Les chercheurs ont identifié des causes allant des chutes et des traumatismes par force contondante dus aux matériaux, aux blessures causées par les outils et l'équipement. Les travailleurs pauvres étaient confrontés au risque de blessures le plus élevé, la construction étant l'une des professions les plus dangereuses. Parmi les rares cas individuels documentés qui nous sont parvenus, celui de Guillaume de Sens, le maître maçon supervisant la reconstruction de la cathédrale de Canterbury, est tombé d'un échafaudage en 1178, alors qu'il inspectait les travaux de voûtement bien au-dessus du sol de la cathédrale. Il a survécu à la chute, mais est resté paralysé pour le reste de sa vie, sa brillante carrière de bâtisseur actif s'achevant en un seul terrible instant. L'accident de Guillaume est consigné précisément en raison de sa position éminente. Il était un maître artisan dont la perte a eu un impact significatif sur le projet de la cathédrale. Pour chaque Guillaume de Sens dont le nom et le destin ont été soigneusement documentés dans les chroniques monastiques en raison de son importance, d'innombrables ouvriers, apprentis et artisans ordinaires anonymes ont fait des chutes mortelles ou ont subi des blessures invalidantes, leurs histoires perdues pour l'histoire, sauf en tant que statistiques anonymes. Les chroniques contemporaines mentionnent presque nonchalamment que d'innombrables ouvriers de cathédrales sont morts en tombant ou ont été écrasés par l'effondrement de parties des structures qu'ils construisaient, traitant ces tragédies comme une partie attendue du processus de construction, plutôt que comme des accidents évitables nécessitant une enquête et des corrections. Cette acceptation passive des décès au travail comme étant inévitables en dit long sur les attitudes médiévales envers la sécurité au travail et la valeur accordée à la vie des travailleurs ordinaires. Le contraste avec les normes modernes est absolu. Les réglementations de l'OSHA en matière de construction créent des exigences complètes pour presque tous les aspects de la sécurité. Une protection contre les chutes est obligatoire à des hauteurs de plus de 6 pieds. Les échafaudages doivent être conçus par des personnes qualifiées, érigés sur des fondations stables, attachés aux bâtiments à intervalles réguliers, inspectés avant chaque quart de travail et évalués pour des capacités spécifiques. Malgré toutes ces protections, les chutes restent la principale cause de décès dans la construction, représentant plus d'un décès sur 3 dans la construction aux États-Unis, soit environ 37 à 38% de tous les décès dans ce secteur. Cette statistique, qui donne à réfléchir, souligne à quel point la construction reste dangereuse même avec des réglementations, et met en évidence le bilan catastrophique que la construction médiévale a dû avoir lorsque de telles protections étaient totalement absentes. Parmi tous les équipements médiévaux, rien n'illustre mieux l'approche de l'époque en matière d'avantages mécaniques et de sécurité des travailleurs que la grue à cage d'écureuil. Imaginez une roue en bois géante, d'un diamètre de 4 à 6 mètres et demi, montée horizontalement comme une énorme roue de hamster. À l'intérieur de cette structure massive, 1 ou 2 ouvriers marchaient continuellement comme des prisonniers sur un tapis roulant. Leur poids et leur effort faisant entourner la roue, qui, reliée par un système élaboré de cordes et de poulies, soulevait d'énormes pierres pesant plusieurs tonnes à des centaines de pieds dans les airs.
la cage d'écureuil de la cathédrale de Canterbury, qui a remarquablement survécu depuis la fin du XVe siècle, mesurait 4,6 mètres de diamètre et était conçue pour accueillir 1 ou 2 ouvriers marchant à l'intérieur de sa circonférence. Ces machines étaient souvent installées à l'intérieur même des bâtiments qu'elles aidaient à construire, hissées vers le haut à mesure que les travaux progressaient vers les niveaux supérieurs, et fréquemment laissées en permanence dans les combles et les clochers des cathédrales pour faciliter les réparations futures, une pratique qui a permis à certaines de ces grues médiévales de survivre jusqu'à nos jours en tant que fascinants artefacts de l'histoire de la construction. La puissance de levage obtenue grâce à l'effort humain était impressionnante. Une cage d'écureuil typique offrait un avantage mécanique de 14 pour 1. Une seule personne exerçant une force de 50 kg pouvait soulever 3 tonnes et demie. Les grues portuaires à double cage d'écureuil pouvaient atteindre des capacités d'environ 7 tonnes avec 2 roues travaillant ensemble. Cependant, cela s'accompagnait d'un inconvénient majeur, la vitesse. Avec un rapport de 14 pour 1, un ouvrier marchait 140 mètres à l'intérieur de la roue pour élever une charge de seulement 10 mètres, soit environ 6 mètres par minute. La véritable horreur ne résidait pas dans sa lenteur, mais dans ses défauts de conception mortels. Comme l'indique une analyse, les grues construites par tâtonnement cassaient souvent et tuaient des gens. Le problème fondamental était l'absence quasi totale de mécanismes de sécurité. Les grues à cage d'écureuil médiévales comportaient rarement des cliquets ou des freins, empêchant les charges de redescendre. Les dispositifs de sécurité n'ont été introduits qu'à la fin du XVIIIe siècle, des centaines d'années après que les cages d'écureuil soient devenues courantes. Au lieu de cela, les grues dépendaient entièrement de la force des hommes capables d'arrêter la roue aussi vite que possible. En fonctionnement normal, une friction élevée empêchait une accélération incontrôlée. Mais quand quelque chose tournait mal, une corde glissait, un ouvrier trébuchait, une charge se déplaçait, les résultats étaient catastrophiques. Les archives historiques révèlent que des personnes aveugles étaient parfois engagées pour travailler à l'intérieur des cages d'écureuil, car elles ne seraient pas effrayées par la vue du vide en contrebas. Les travailleurs aveugles ne pouvaient pas voir les hauteurs mortelles, ce qui les rendait potentiellement plus productifs que les travailleurs voyants qui pouvaient être paralysés par la peur. Bien que cette pratique soit documentée pour au moins certains projets de construction de cathédrales, les historiens débattent de son étendue réelle. Au-delà de la terreur du vide, le fonctionnement de la cage d'écureuil provoquait des vertiges et des effets hypnotiques dus au mouvement continu. Les réglementations modernes du Royaume-Uni limitent le fonctionnement en démonstration à environ 1 minute. Les travailleurs médiévaux faisaient fonctionner ces machines pendant des heures, marchant en cercle sans fin, tout en maintenant la concentration nécessaire pour éviter les erreurs fatales. La sécurité des grues modernes part d'une philosophie entièrement différente: prévenir les incidents plutôt que de les compenser. Les grues contemporaines doivent inclure un freinage d'urgence, une protection contre les surcharges, des programmes de certification des opérateurs et un entretien complet. L'OSHA impose des tests de charge, des inspections détaillées avant chaque quart de travail et une formation approfondie des opérateurs. Chaque grue affiche sa capacité nominale, avec des facteurs de sécurité intégrés dans tous les éléments. Aucun équipement de levage industriel ne repose sur la force humaine. L'avantage mécanique provient de moteurs, pas de muscles, avec de multiples systèmes de sécurité redondants, protégeant contre les défaillances uniques, qui transformaient les grues médiévales en pièges mortels. Comment les bâtisseurs médiévaux décidaient-ils de la profondeur des fondations? Par l'observation, l'expérience et des suppositions éclairées. Les fondations médiévales pouvaient s'étendre jusqu'à 25 pieds sous terre, mais les critères pour choisir cette profondeur n'avaient rien à voir avec l'analyse du sol ou les calculs de capacité portante. Les bâtisseurs examinaient le sol au fur et à mesure de l'excavation, observaient les structures précédentes dans la région, prenaient en compte le poids et la hauteur prévue du bâtiment, et prenaient leurs meilleures décisions. Quand ils devinaient injuste, de magnifiques structures tenaient pendant des siècles. Quand ils se trompaient, les conséquences allèrent de fissures gênantes à une défaillance catastrophique. Le plus célèbre échec de fondation médiévale est aujourd'hui une attraction touristique, visitée par des millions de personnes qui s'émerveillent de ce qui était en réalité une erreur d'ingénierie catastrophique, la tour de Pise.
La construction a commencé en 1173 sur ce que les bâtisseurs du XIIe siècle considéraient comme un sol approprié pour supporter un haut clocher. Ce n'est qu'après la pose des fondations et la construction des premiers étages qu'il est devenu évident que la tour reposait sur du sable mouvant, de l'argile limoneuse et un sol de surface meuble, totalement inadéquat pour supporter son poids concentré, sans un tassement substantiel. La tour a commencé à pencher presque immédiatement pendant le processus de construction, s'inclinant visiblement vers le sud. Les bâtisseurs médiévaux, reconnaissant le problème mais déjà engagés dans le projet avec des années de travail et des ressources considérables investies, ont tenté de compenser, en ajustant les étages suivants, pour contrer l'inclinaison, construisant les niveaux supérieurs légèrement incurvés, dans la direction opposée à l'inclinaison. Cela a créé la légère courbe en forme de banane visible aujourd'hui, dans le profil de la tour lorsqu'on l'examine attentivement. Leurs efforts ont ralenti le rythme de l'inclinaison, mais n'ont pas pu arrêter le problème fondamental. La tour a continué à pencher progressivement pendant 8 siècles, nécessitant d'importants efforts de stabilisation moderne, notamment des poids temporaires, l'extraction de sol et le renforcement des fondations, pour éviter un effondrement catastrophique. Il ne s'agissait pas d'une ignorance totale des propriétés du sol et de leur importance. Des textes anciens, y compris des manuels d'ingénierie romains, reconnaissaient explicitement que le comportement du sol avait un impact profond sur la stabilité structurelle et que différents types de sols nécessitaient différentes approches de fondation. Les bâtisseurs médiévaux employaient diverses techniques empiriques, notamment le compactage du sol à l'aide de troupeaux de bétail conduits à plusieurs reprises sur les zones de fondation et des méthodes sophistiquées d'assèchement pour éliminer les eaux souterraines des excavations. Certaines approches montraient une sophistication considérable dans leur cadre empirique, mais celles-ci restaient fondamentalement des observations empiriques plutôt qu'une analyse scientifique. Aucune analyse mathématique ne déterminait précisément la charge qu'un type de sol donné pouvait supporter. Aucune prédiction quantitative n'estimait l'ampleur du tassement. Face à des conditions de sol inconnues, ou en tentant des structures sans précédent sur des sites non testés, les bâtisseurs médiévaux construisaient littéralement autant sur l'espoir et la prière que sur la pierre et la terre. L'ingénierie géotechnique moderne est radicalement différente. Aujourd'hui, des essais de sol sont effectués pendant la phase de pré-développement, bien avant que les conceptions ne soient finalisées. Les ingénieurs utilisent au cours des essais de pénétration au cône, des géoradars et des tests de laboratoire déterminant la teneur en humidité, les limites d'Atterberg, le compactage, l'indice portant, la perméabilité, la résistance au cisaillement et la consolidation. Tout cela alimente les calculs d'ingénierie déterminant la profondeur et le type de fondation appropriée, prédisant le tassement et garantissant que le sol peut supporter en toute sécurité la structure proposée. Les codes modernes exigent absolument cette analyse géotechnique. La conception des fondations doit être basée sur des calculs d'ingénierie et non sur l'observation et les précédents. Les bâtisseurs médiévaux, dépourvus du cadre conceptuel et des outils pour une telle analyse, n'avaient d'autre choix que de faire confiance à l'expérience et de faire de leur mieux. Les cités médiévales étaient des poudrières prêtes à s'enflammer. La grande majorité des structures se composaient de charpentes en bois remplies de torchis et surmontées de toits de chaume faits de roseaux ou de paille séchée. Les bâtiments s'entassaient le long de rues étroites, les étages supérieurs surplombant les chaussées, créant des surfaces combustibles continues séparées de quelques centimètres à peine. Le chaume était bon marché, facilement disponible, offrait une excellente isolation et pouvait être posé par des ouvriers relativement peu qualifiés. Il était aussi explosivement inflammable lorsqu'il était sec et presque impossible à éteindre une fois allumé. Entre 1077 et 1202, des incendies majeurs ont ravagé Londres, Canterbury, Winchester, Worcester et Chichester, détruisant de vastes étendues de ces cités médiévales et déplaçant des milliers d'habitants. Le grand incendie de Londres en 1212 s'est avéré particulièrement catastrophique, devenant un tournant qui a finalement stimulé les premières tentatives sérieuses de réglementation de sécurité incendie applicables. Les flammes se sont propagées à travers les bâtiments en bois, densément tassés, avec une vitesse terrifiante,
sautant sans effort par-dessus les étroits espaces, séparant les structures, enflammant les toits de chaume en vagues de destruction en cascade. Les capacités de lutte contre les incendies médiévales consistaient principalement en des chaînes humaines, des files de personnes se passant des seaux en cuir remplis d'eau de main en main depuis des puits ou des rivières, qui ne pouvaient guère faire plus qu'arroser les bâtiments pas encore en feu, dans l'espoir de créer des coupe-feux, tout en regardant impuissants les conflagrations engloutir des quartiers entiers. Les incendies brûlaient, jusqu'à ce qu'ils manquent de combustible, ou atteignent des barrières naturelles comme des rivières ou les murs de pierre des églises. La destruction se mesurait non pas en bâtiments individuels, mais en paroisses entières consumées, avec des pertes économiques qui dévastaient les villes pour les années à venir. Pendant le mandat de maire de Henry Fitzaylwin, de 1189 à 1212, Londres a développé certaines des premières réglementations de construction systématique, avec des efforts précoces, vers 1189, encourageant l'utilisation de la pierre dans la construction et traitant les litiges de construction entre voisins. Le problème crucial, comme le notent les archives, était qu'il n'y avait aucun moyen de faire respecter ces exigences. Faute de système d'inspection ou de mécanismes pour contraindre à la conformité, les réglementations restaient un vœu pieux. Le chaume coûtait une fraction du prix de la tuile, le bois bien moins que la pierre. Les méthodes traditionnelles ont persisté malgré l'interdiction. L'incendie de 1212 a cependant stimulé des efforts plus substantiels. Les nouveaux toits de chaume furent interdits. Les toits existants devaient être enduits. Pourtant, l'application restait problématique. Les pressions économiques l'emportaient constamment sur les réglementations. La résistance des guildes à l'ingérence extérieure compliquait la conformité. Le résultat, la construction en chaume et en bois a continué pendant des siècles malgré des interdictions répétées, contribuant directement au grand incendie de Londres en 1666, plus de 450 ans après la première interdiction des toits de chaume. Les codes de sécurité incendie modernes fonctionnent sur une base d'application complètement différente. Les codes du bâtiment imposent des exigences strictes en matière de matériaux résistants au feu, les toitures combustibles étant restreintes ou interdites en contexte urbain. Les réglementations exigent une séparation coupe-feu entre les bâtiments, des murs coupe-feu et des assemblages classés au feu. De nombreux bâtiments doivent inclure des gicleurs automatiques et une détection d'incendie. Plus important encore, ce ne sont pas des suggestions, mais des exigences exécutoires soutenues par des systèmes d'inspection complets. Les agents d'application des codes ont l'autorité légale d'empêcher l'occupation, d'émettre des ordres d'arrêt des travaux et d'imposer des amendes substantielles. Là où les réglementations médiévales n'ont pas réussi à prévenir des siècles d'incendies catastrophiques, les codes incendies modernes ont considérablement réduit le nombre de décès par incendie dans les bâtiments. La fine poussière de silice qui remplit l'air lors de la taille de la pierre représente l'un des tueurs les plus insidieux de la construction. L'inhalation de cette poussière pendant des mois et des années provoque la silicose, une maladie pulmonaire chronique et invalidante. Le lien entre le travail de la pierre et les maladies pulmonaires a été reconnu remarquablement tôt. Hippocrate, écrivant entre 460 et 370 avant notre ère, a décrit l'essoufflement chez les carriers. Des nodules silicotiques ont été identifiés dans des momies égyptiennes. Les tailleurs de pierre médiévaux étaient constamment exposés à la poussière de silice, créant des nuages de fines particules à chaque coup de ciseau, et pourtant ils travaillaient sans aucune protection respiratoire. La compréhension médicale du problème a progressé lentement au fil des siècles. En 1556, le médecin et érudit Georgius Agricola a recommandé des systèmes de ventilation pour éliminer la poussière des opérations minières et d'extraction, et a même cité la suggestion antique de Pline d'utiliser des vessies d'animaux comme protection respiratoire rudimentaire. Le conseil existait, documenté dans des textes médicaux et accessible aux lecteurs instruits, mais il était rarement, voire jamais, suivi dans les ateliers et sur les chantiers de construction, où le coût économique et l'inconvénient de telles mesures semblaient l'emporter sur les conséquences à long terme pour la santé.
En 1713, le médecin Ramazzini a rapporté le lien clair entre les symptômes asthmatiques et les substances semblables à du sable, trouvées dans les poumons des tailleurs de pierre lors des autopsies, fournissant une preuve anatomique directe de la silicose. Pourtant, même avec ce corpus croissant de connaissances médicales documentant clairement les dangers, les conditions de travail des tailleurs de pierre restaient mortelles. Les tailleurs de pierre d'Édimbourg, encore à l'époque moderne, travaillaient à le grès de Craiglade, une pierre tristement célèbre pour sa poussière et sa haute teneur en silice, dans des hangars intérieurs complètement non ventilés, où la poussière s'accumulait pour créer un brouillard constant dans l'air. Les maçons eux-mêmes étaient pleinement conscients des risques. Ils pouvaient observer les travailleurs plus âgés luttant pour respirer, crachant des expectorations sanglantes, suffoquant progressivement. Mais comme le disent délicatement les archives historiques, on savait peu de choses sur les mesures préventives. Plus précisément, peu d'efforts étaient faits pour mettre en œuvre les mesures préventives que les autorités médicales recommandaient depuis des siècles. Le plomb représentait un autre danger toxique omniprésent. Le métal était largement utilisé pour les toitures, les conduites d'eau et les barlotières de vitraux. Les bandes de métal maintenant le vitrail en place. L'exposition au plomb cause des dommages neurologiques et des problèmes rénaux. Les travailleurs médiévaux manipulaient quotidiennement le plomb à main nue, le faisaient fondre en respirant des fumées toxiques. L'incendie de Notre-Dame en 2019 a fourni une illustration frappante de la quantité de plomb que contenaient ces bâtiments. Des centaines de tonnes ont fondu, créant une contamination massive, nécessitant des protocoles de sécurité stricts pendant la restauration. Les travailleurs médiévaux qui avaient initialement installé ce plomb travaillaient sans aucune protection de ce type. La production de mortiers de chaux créait des expositions supplémentaires. Le processus impliquait de brûler du calcaire pour produire de la chaux vive, puis de la mélanger avec de l'eau pour créer de l'hydroxyde de calcium caustique, provoquant de graves irritations cutanées et respiratoires. Les travailleurs médiévaux manipulaient ces matériaux sans gants, sans protection oculaire, ni équipement respiratoire, dans des espaces clos remplis de poussière caustique. Les réglementations modernes en matière de santé au travail adoptent une approche entièrement différente. L'OSHA établit des limites d'exposition admissibles pour des centaines de substances, y compris la silice et le plomb, en spécifiant les concentrations maximales en suspension dans l'air pendant une journée de travail de 8 heures. Une protection respiratoire est requise lorsque l'exposition ne peut être contrôlée en dessous des limites. Le plomb a été interdit ou restreint dans de nombreuses applications, et le travail du plomb nécessite des protocoles de sécurité étendus, y compris une surveillance médicale des niveaux de plomb dans le sang des travailleurs. Des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour tous les matériaux, informant les travailleurs des dangers et des précautions nécessaires. Le contraste est absolu. Là où les réglementations modernes supposent que les travailleurs ont le droit d'être protégés contre les matériaux toxiques, la construction médiévale acceptait simplement que certains métiers raccourcissent l'espérance de vie. L'Europe médiévale n'avait ni toilettes à chasse d'eau ni plomberie intérieure. Les châteaux disposaient de latrines ou de garde-robes. Le terme vient de garder les robes, car les odeurs repoussant les mites. Les déchets tombaient par des conduits dans les douves ou des fosses en contrebas. La plupart des endroits manquaient totalement d'égouts. Dans les villes, les rues devenaient des systèmes d'élimination des déchets. Les habitants jetèrent les ordures directement sur les chaussées, et des caniveaux à ciel ouvert transportaient les déchets humains, les déjections animales et les restes de cuisine. L'accumulation de saleté dans les rues médiévales est devenue si grave que les villes ont dû embaucher des travailleurs spécialisés appelés boueux, dont le travail consistait à pelleter et à transporter le pire des détritus accumulés pour le déverser dans des lieux désignés au-delà des murs de la ville. Une forme précoce de service d'assainissement municipal, bien que celui-ci puisse à peine suivre le rythme de la production constante de nouveaux déchets. Encore plus spécialisés et désagréables étaient les vidangeurs, ou maîtres des basses œuvres, qui accomplissaient la tâche dangereuse et dégoûtante d'entrer dans les fosses d'aisance pour les vider. Ce travail était si dangereux et révoltant que ces travailleurs n'étaient autorisés à opérer que la nuit, en partie pour minimiser l'exposition du public aux vues et aux odeurs, en partie parce que le travail était considéré comme honteux et dégradant. Les vidangeurs recevaient 3 fois le salaire des ouvriers non qualifiés ordinaires, une prime substantielle qui reflétait le désagrément et le danger extrême de leur travail. Cependant, cette prime de risque
représentaient une compensation pour l'acceptation de conditions terribles, plutôt qu'une tentative de rendre le travail lui-même plus sûr, grâce à un meilleur équipement, de meilleures procédures ou protections. La philosophie était de payer les travailleurs plus cher pour endurer les dangers, plutôt que d'investir dans l'élimination ou la réduction de ces dangers. Les gouvernements municipaux ont promulgué des réglementations interdisant le déversement près des puits, exigeant des lieux d'élimination désignés et imposant des peines allant des amendes à l'emprisonnement. Le problème crucial était l'application. Ces réglementations étaient rarement appliquées de manière cohérente. Les difficultés pratiques de surveillance de la conformité, les ressources municipales limitées et l'ampleur écrasante du problème signifiaient que les réglementations sur les déchets restaient largement un vœu pieux. Les codes de plomberie modernes partent de postulats entièrement différents. La plomberie intérieure est légalement obligatoire, avec des exigences détaillées pour les appareils sanitaires, la ventilation, le drainage et l'approvisionnement en eau. Les bâtiments doivent être raccordés aux égouts municipaux ou à des fosses septiques approuvées. Les chantiers de construction doivent fournir des toilettes portables en nombre proportionnel à la main-d'œuvre, ainsi que des postes de lavage des mains. L'élimination des déchets est strictement réglementée, avec des interdictions assorties d'amendes substantielles. Les services de santé publique ont l'autorité légale de fermer les sites présentant des risques sanitaires. Les enfants du Moyen Âge entraient dans les métiers de la construction à des âges qui choqueraient les sensibilités modernes, commençant généralement des apprentissages formels entre 10 et 15 ans. Il ne s'agissait pas d'arrangements occasionnels après l'école ou de jobs d'été, mais de contrats légaux, contraignants, qui consumaient toute l'existence de l'enfant, pour des périodes allant de 3 ans, pour les métiers les plus simples à 10 ans ou plus, pour les spécialités complexes comme la taille de pierre, la charpenterie ou la métallurgie. Les apprentis vivaient dans la maison de leur maître artisan, entièrement dépendants du maître pour les vêtements, la nourriture, le logement et la formation, sans aucun choix en la matière et sans possibilité de partir si les conditions s'avéraient dures ou dangereuses. La formation commençait par les tâches les plus subalternes, nettoyer et balayer l'atelier, aller chercher les outils et les matériaux, regarder les apprentis plus âgés travailler, introduisant progressivement les outils et les techniques réelles, à mesure que l'enfant démontrait une compétence et une fiabilité de base. La journée de travail s'étendait de l'aube au crépuscule avec des périodes de repos minimales, ce qui signifie que les corps, en développement des enfants, étaient soumis au même travail physiquement exigeant, aux mêmes conditions dangereuses et aux mêmes longues heures que les travailleurs adultes, mais sans la force, l'expérience ou le jugement pour se protéger des blessures. Au fur et à mesure que les apprentis progressaient, ils assumaient des tâches dangereuses, grimper sur les échafaudages, manœuvrer les cages d'écureuils, manipuler des outils causant de graves blessures au moindre moment d'inattention. Le concept de tâches adaptées à l'âge ou de restriction à l'exposition des enfants au danger n'existait pas. Si un travail devait être fait et que l'apprenti avait une compétence suffisante, le travail était assigné quel que soit le danger. Le système des guildes réglementant les apprentissages servait principalement les intérêts économiques des maîtres, plutôt que le bien-être des apprentis. Les guildes établissaient des normes, contrôlaient la concurrence et définissaient les conditions d'apprentissage. Elles exerçaient un pouvoir considérable, les violations étant punies par des amendes, la fermeture ou l'arrestation. Pourtant, ce cadre se concentrait sur le maintien des normes artisanales et le contrôle du marché plutôt que sur la protection des jeunes travailleurs. Lorsque les apprentis étaient blessés, les conséquences pouvaient être dévastatrices. Aucune indemnisation des accidents du travail ne fournissait de soins médicaux ou de remplacement de revenus. Le sort des apprentis gravement handicapés reste incertain. Certains ont peut-être été pris en charge, d'autres sont probablement tombés dans la pauvreté. Les lois modernes sur le travail des enfants représentent un rejet fondamental de ces pratiques. Des exigences d'âge minimum interdisent l'emploi en dessous de 14 ans, avec des restrictions strictes sur les heures et les professions autorisées pour les moins de 18 ans. Les jeunes ne peuvent pas être employés dans des professions dangereuses, ce qui inclut explicitement la plupart des travaux de construction.
Les réglementations de l'OSHA sur l'emploi des jeunes interdisent à toute personne de moins de 18 ans de travailler sur des échafaudages, d'utiliser des outils électriques, de faire de la démolition ou de nombreuses autres activités de construction. La fréquentation scolaire est prioritaire, l'école obligatoire garantissant que les enfants reçoivent une éducation formelle, plutôt qu'un simple apprentissage. Les bâtiments médiévaux dépendaient entièrement de la ventilation naturelle par les fenêtres et les portes pour l'air frais. Les traditions architecturales classiques influencèrent la conception, avec des plans d'étages en forme de H, L, T et U, intégrant des cours ouvertes permettant la circulation de l'air. Les bâtiments étaient délibérément conçus avec une profondeur limitée pour garantir que les fenêtres puissent éclairer et ventiler efficacement toutes les zones. Pourtant, cette approche avait de graves limitations. Pendant les hivers, le choix était radical. Ouvrir les fenêtres et geler, ou fermer les fenêtres et respirer un air de plus en plus vicié. La reconnaissance de l'importance cruciale de la ventilation pour la santé est venue étonnamment tard dans l'histoire. En 1631, le roi Charles Ier a décrété que les plafonds des maisons anglaises devaient avoir au moins 10 pieds de haut et que les fenêtres devaient être plus hautes que larges, des exigences spécifiquement destinées à faciliter la ventilation naturelle et à améliorer la qualité de l'air intérieur. Ce mandat royal démontrait que les autorités du XVIIe siècle reconnaissaient un lien entre les conditions intérieures et la santé, mais l'application de telles exigences architecturales restait au mieux limitée, et la compréhension scientifique qui les sous-tendait était encore rudimentaire. Des preuves plus concrètes et spectaculaires de l'importance vitale de la ventilation ont émergé pendant la guerre de Crimée de 1853 à 1855 et la guerre de sécession américaine, lorsque les observateurs médico-militaires ont fait une découverte surprenante. La maladie se propageait beaucoup plus rapidement et plus largement dans les hôpitaux militaires bondés et mal ventilés que parmi les soldats blessés traités dans des tentes, des granges de campagne ou d'autres installations temporaires où la circulation de l'air était bien meilleure. Les blessés allongés dans des bâtiments hospitaliers bien construits avec des fenêtres fermées et un air stagnant mouraient à des taux plus élevés d'infections et de maladies que les hommes allongés dans des tentes pleines de courants d'air ouvertes aux éléments, fournissant la preuve empirique que la qualité de l'air affectait profondément la transmission des maladies et les résultats pour les patients. Bien que les mécanismes impliquant les agents pathogènes bactériens et viraux ne seraient compris que des décennies plus tard. La première recommandation quantitative pour les taux de ventilation est venue en 1836 de l'ingénieur Tregold, qui s'est concentré spécifiquement sur la dilution de l'accumulation de dioxyde de carbone à des niveaux acceptables, marquant le début d'une approche véritablement scientifique de la qualité de l'air intérieur qui produirait finalement l'ingénierie de la ventilation moderne. Les chantiers de construction présentaient des défis particulièrement graves. Les ouvriers travaillaient dans des espaces partiellement clos, entourés de poussière, de tailles de pierre, de fumée de mortier de chaux et de fumée de divers processus. Les excavations de fondations et les cryptes avaient une circulation particulièrement mauvaise. Les poussières toxiques, silice du travail de la pierre, chaux du mortier, restaient en suspension dans l'air stagnant sans ventilation mécanique. Les travailleurs n'avaient aucune protection respiratoire et aucun moyen d'améliorer la qualité de l'air au-delà de l'ouverture des ouvertures existantes. Les normes de ventilation modernes transforment entièrement ce tableau. Les codes du bâtiment contemporain imposent des systèmes de ventilation mécanique, garantissant un nombre minimum de renouvellement d'air par heure, quelles que soient les conditions météorologiques ou la position des fenêtres. Les normes ASHRAE spécifiaient les taux de ventilation pour différentes occupations, calculant précisément la quantité d'air frais qui doit être introduite. Les chantiers de construction doivent fournir une ventilation adéquate dans les espaces confinés, avec une ventilation forcée requise dans les environnements clos. La surveillance de la qualité de l'air détecte les accumulations dangereuses. Lorsque la ventilation seule ne peut maintenir des conditions sûres, la protection respiratoire devient obligatoire. Les autorités médiévales ont établi des réglementations de construction plus tôt que beaucoup ne le pensent. Londres a développé des règles de construction systématiques entre 1189 et 1216, la sécurité incendie étant la principale préoccupation. Suite à l'incendie de 1212,
Les réglementations ont interdit les toits de chaume et encouragé la construction en pierre. Les tribunaux du doyen de guilde d'Écosse traitaient des droits d'accès et des nuisances. Les cités médiévales italiennes ont développé des statuts municipaux traitant des normes de construction. Les réglementations existaient, documentées dans les archives civiques. Le problème fondamental, énoncé sans détour dans les sources, était que les autorités n'avaient aucun moyen de faire respecter ces exigences. Les guildes fournissaient une autre source de normes de construction, bien que leur objectif soit différent des réglementations de sécurité modernes. Les guildes médiévales établissaient des exigences pour la qualité de l'artisanat, réglementaient qui pouvait pratiquer les métiers, fixaient les normes de formation et contrôlaient la qualité des produits. Elles pouvaient imposer des amendes, forcer la fermeture d'ateliers et obtenir des arrestations pour violation. Cependant, la réglementation des guildes se concentrait sur le contrôle de la qualité, la préservation des secrets de métier, la limitation de la concurrence et la protection des intérêts économiques de leurs membres, plutôt que sur la sécurité des travailleurs ou la protection du public. Le fossé entre les règles et la réalité était énorme. Des réglementations incendies, interdisant les toits de chaume, ont existé à Londres pendant des siècles, et pourtant la construction combustible a continué de dominer. Les réalités économiques expliquent en grande partie cet échec. Le chaume coûtait une fraction du prix de la tuile, le bois bien moins que la pierre. Mais les défis de l'application allaient au-delà de l'économie. Les autorités municipales manquaient de systèmes d'inspection dédiés. Aucune agence gouvernementale n'était spécialisée dans la sécurité de la construction. Les villes avaient des revenus limités et les dépensaient pour ce qui semblait plus pressant: la défense, l'administration, les infrastructures de base. Le pouvoir des guildes dépassait parfois l'autorité municipale, créant une confusion juridictionnelle. Peut-être plus fondamentalement, la culture médiévale acceptait le risque et le danger comme des aspects normaux de la vie. Les cadres réglementaires modernes partent de prémices entièrement différentes et possèdent un pouvoir d'application bien plus grand. Des codes du bâtiment complet fournissent des exigences détaillées pour chaque aspect de la construction. Avant le début de la construction, les constructeurs doivent obtenir des permis nécessitant la soumission de plans pour examen, afin de vérifier la conformité au code. Pendant la construction, de multiples inspections ont lieu à des étapes critiques. Le certificat d'occupation ne peut être délivré sans la démonstration de la conformité. Les agents d'application des codes possèdent l'autorité légale d'entrer sur les sites, d'émettre des citations, d'imposer des amendes, d'émettre des ordres d'arrêt des travaux et d'ordonner la démolition des travaux non conformes. L'octroi de licences professionnelles pour les ingénieurs, les architectes et les entrepreneurs crée une responsabilité supplémentaire. L'approche médiévale, consistant à établir des réglementations, mais à n'avoir aucun moyen de les faire respecter, a été remplacée par des systèmes complets, soutenus par de réelles conséquences juridiques. L'incendie d'avril 2019 qui a consumé le toit et la flèche de la cathédrale Notre-Dame a créé plus qu'une tragédie culturelle. Il a créé un cas d'école unique pour la question au cœur de cette exploration. Lorsque des centaines de tonnes de plomb ont fondu et que la toiture en bois du XIIIe siècle s'est effondrée, la question est devenue: comment ce chef-d'œuvre médiéval devait-il être restauré? La tension entre l'authenticité historique et les exigences modernes a mis en lumière à quel point la construction médiévale viole complètement les normes contemporaines. La restauration a cherché à employer des techniques médiévales traditionnelles partout où c'était possible, honorant l'authenticité historique de la cathédrale et le savoir-faire des bâtisseurs originaux. Les charpentiers ont utilisé des outils à main: haches, maillets, ciseaux et herminettes, pour façonner les poutres de chêne, reproduisant méticuleusement les méthodes du XIIIe siècle de préparation du bois et d'assemblage qui avaient été documentées par l'étude archéologique et l'examen des charpentes médiévales survivantes. Plus de 1300 chênes ont été soigneusement sélectionnés dans les forêts françaises, chacun âgé de plus de 100 ans, la plupart allant de 150 à 200 ans, choisis pour leur grain droit et leur qualité structurelle, récoltés dans les mêmes régions, autour de Paris, qui avaient fourni le bois pour la construction originale 8 siècles plus tôt. Les maîtres artisans ont créé des assemblages ajustés à la main,
en utilisant des techniques traditionnelles de tenon mortaise, sans fixation mécanique, moderne, comme des boulons ou des plaques d'acier, employant des chevilles en bois, tout comme les charpentiers médiévaux, en utilisant des techniques de charpenterie traditionnelles qui avaient éprouvé leur résilience et leur longévité pendant 800 ans, de soutien à la structure massive du toit de la cathédrale. Pourtant, alors même que les techniques traditionnelles façonnèrent le bois, les exigences de sécurité modernes ont fondamentalement modifié la façon dont le travail se déroulait. Le balayage laser tridimensionnel et la modélisation numérique ont documenté les dommages causés par l'incendie et ont généré des plans guidant la restauration. Des grues mécaniques contemporaines, et non des cages d'écureuils à propulsion humaine, ont soulevé les énormes poutres et pierres. Il n'a jamais été envisagé d'installer des ouvriers à l'intérieur de roues en bois. Un tel équipement violerait de nombreuses réglementations et aucun travailleur n'accepterait de telles conditions. Des gicleurs d'eau ont été intégrés dans la structure restaurée. Plus important encore, la contamination au plomb a nécessité des protocoles de sécurité stricts totalement étrangers à la pratique médiévale. Les travailleurs portaient des équipements de protection, subissaient une surveillance régulière du plomb dans le sang et suivaient des procédures de décontamination. La surveillance environnementale garantissait que la poussière de plomb ne se propageait pas au-delà des zones contrôlées. Cette restauration révèle une vérité inconfortable. La construction purement médiévale est illégale selon les réglementations modernes. Aucun travailleur contemporain n'accepterait les conditions dans lesquelles les bâtisseurs médiévaux travaillaient. Aucune compagnie d'assurance ne fournirait de couverture pour des méthodes véritablement médiévales. Aucun gouvernement n'accorderait de permis pour un projet violant les réglementations de sécurité fondamentale. Aucune société moderne ne tolérerait les taux de blessures et de décès que la construction médiévale acceptait couramment. Le compromis atteint, des techniques médiévales, pour ce qui peut être reproduit en toute sécurité, une technologie et des systèmes de sécurité modernes, pour ce qui ne le peut pas, représente la seule approche viable de la restauration historique dans le monde contemporain. Qu'est-ce que cela révèle sur le fossé entre la construction médiévale et moderne? Les techniques médiévales peuvent produire des résultats magnifiques et durables. Le toit original de Notre-Dame a survécu 8 siècles, démontrant l'efficacité de la charpenterie traditionnelle lorsqu'elle est correctement exécutée. Mais le coût humain est inacceptable selon les normes modernes. Nous pouvons obtenir les mêmes résultats architecturaux, avec beaucoup moins de risques, grâce au système de sécurité contemporain, à l'équipement mécanique et aux mesures de protection. Nous pouvons honorer l'artisanat médiéval, sans reproduire les dangers médiévaux. Chaque cathédrale, château et structure importante médiévale qui subsiste aujourd'hui est un monument construit selon des méthodes qui seraient complètement illégales dans le monde contemporain, érigé dans des conditions que les réglementations modernes interdisent absolument, construit à un coût humain que nous trouvons maintenant inacceptable. Regarder la construction médiévale à travers le prisme des réglementations modernes révèle un monde fonctionnant selon des postulats fondamentalement différents sur le risque, le bien-être des travailleurs et la relation entre le coût humain et la réussite architecturale. Nous avons examiné 10 grandes catégories où les pratiques médiévales violaient ce que les réglementations modernes considèrent comme des exigences absolues. L'absence de calcul d'ingénierie mathématique, s'appuyant sur des tâtonnements se terminant parfois par des effondrements catastrophiques, des échafaudages qui cédaient régulièrement, provoquant des chutes, des grues à cages d'écureuils offrant un avantage mécanique impressionnant, mais dépourvues de mécanismes de sécurité, des fondations choisies au jugé plutôt que par des essais de sol, des villes construites avec des matériaux combustibles malgré des réglementations incendie inapplicables, des matériaux toxiques manipulés sans protection, des conditions d'hygiène qui choqueraient les observateurs modernes, des enfants apprentis commençant un travail dangereux à l'âge de 10 ans, une ventilation dépendant entièrement du mouvement naturel de l'air, et des réglementations existant sur parchemin mais n'ayant aucun mécanisme d'application. Chaque catégorie de violation représente plus qu'une simple ignorance ou insensibilité médiévale. Chacune reflète l'état des connaissances, les contraintes économiques et les valeurs culturelles qui caractérisèrent l'époque. Les bâtisseurs médiévaux n'étaient ni ignorants
ni stupides. Ils travaillaient habilement dans les cadres conceptuels qui leur étaient disponibles, employant un savoir empirique accumulé et affiné sur des générations d'expériences pratiques. Ils ont créé des chefs-d'œuvre architecturaux qui inspirent encore l'admiration 8 siècles plus tard. Pourtant, il manquait de la compréhension scientifique qui sous-tend l'ingénierie et la santé au travail moderne. Aucune analyse structurelle mathématique capable de prédire comment les forces se répartissent dans des structures complexes. Aucune théorie des germes expliquant comment la saleté et la mauvaise hygiène transmettent les maladies. Aucune compréhension de la manière dont l'exposition chronique à des substances toxiques, comme la poussière de silice et le plomb, endommage progressivement la santé au fil des années et des décennies d'exposition. Les réalités économiques rendaient de nombreuses améliorations de sécurité effectivement impossibles, même lorsqu'elles étaient théoriquement comprises. L'équipement de protection coûte de l'argent, les matériaux plus sûrs coûtent généralement plus cher que les dangereux, et les économies médiévales fonctionnant près du niveau de subsistance ne pouvaient tout simplement pas supporter les dépenses supplémentaires que les sociétés modernes riches peuvent se permettre. Le contexte culturel est également profondément important. La société médiévale accordait une valeur fondamentalement différente à la sécurité individuelle par rapport à la réussite collective, acceptait le danger et la mort précoce comme des aspects inévitables de la vie plutôt que comme des tragédies évitables exigeant une intervention, et manquait entièrement du concept moderne selon lequel les autorités gouvernementales devraient, ou même pourraient, réglementer tous les dangers par une législation et une application complète. Pourtant, reconnaître ce contexte ne signifie pas romantiser la construction médiévale ou minimiser son coût humain. Les réglementations modernes ont en effet été écrites avec du sang. Chaque exigence représente des tragédies qui ont entraîné des changements. Lorsque nous examinons des restes squelettiques et constatons que 44% montrent des preuves de blessures traumatiques, lorsque nous lisons des récits d'ouvriers tombant d'échafaudage ou écrasés par des structures qui s'effondrent, lorsque nous pensons aux maçons suffoquant lentement de la silicose et aux ouvriers empoisonnés par le plomb, nous devons nous souvenir qu'il s'agissait de personnes réelles, dont la souffrance a permis les merveilles architecturales que nous admirons. Guillaume de Sens avait un nom et une vie écourtés par des mesures de sécurité inadéquates. Des milliers d'autres travailleurs médiévaux n'ont laissé aucun nom, mais ont souffert, et sont souvent morts en construisant les cathédrales et les châteaux qui définissent la réussite architecturale médiévale. De notre perspective moderne, ce qui semble évident maintenant était invisible pour les bâtisseurs médiévaux. La théorie des germes expliquant comment la saleté propage les maladies n'est apparue qu'à la fin du XIXe siècle. Le génie civil basé sur l'analyse mathématique des forces ne s'est développé qu'à partir du XVIIe siècle. La reconnaissance que l'exposition chronique à la silice et au plomb cause de graves problèmes de santé a émergé progressivement au fil des siècles. La santé et la sécurité au travail en tant que domaine distinct, avec des normes professionnelles et des réglementations applicables, est en grande partie un développement du XXe siècle. Nous bénéficions de siècles de connaissances accumulées, d'avancées scientifiques transformant la compréhension du comportement structurel et des impacts sur la santé de l'exposition aux toxiques, et de mouvements sociaux insistant sur le fait que les travailleurs méritent une protection. Cela soulève une question provocatrice. Quels risques acceptés de la construction contemporaine horrifieront les générations futures de la même manière que les pratiques médiévales nous choquent? Quelles expositions ou quels dangers actuels que nous considérons comme acceptables ou inévitables, nos descendants considéreront-ils comme barbares? L'histoire suggère que chaque génération voit plus clairement ce à quoi les époques précédentes étaient aveugles, développant à la fois la compréhension et le cadre moral pour prévenir les préjudices que les peuples antérieurs acceptaient comme inévitables. Le coût humain de la construction médiévale ne peut être calculé avec précision. Nous ne savons pas combien d'ouvriers anonymes sont tombés, ont été écrasés, ont lentement suffoqué ou ont souffert d'empoisonnement. Guillaume de Sens représente l'un des rares cas documentés précisément parce que sa notoriété rendait son sort digne d'être consigné, tandis que les ouvriers ordinaires mouraient dans l'obscurité. Les preuves squelettiques
révèlent des taux de traumatisme qui témoignent d'un danger systémique. Les enfants commencèrent ce travail dangereux à l'âge de 10 ans. Les tailleurs de pierre respirèrent de la poussière de silice tout au long de carrières se terminant par une invalidité respiratoire. Ces individus, nommés et anonymes, ont permis des merveilles architecturales qui attirent des millions de touristes 8 siècles plus tard. Leur sacrifice doit être rappelé plutôt que romancé, reconnu plutôt que minimisé. L'héritage durable de la construction médiévale a complexe. Les cathédrales et les châteaux qui subsistent témoignent de l'efficacité des techniques médiévales, des structures conçues par la géométrie proportionnelle plutôt que par l'analyse mathématique ont tenu 800 ans. Les contraintes de travail extraordinairement conservatrices que les bâtisseurs médiévaux employaient lorsque les conceptions réussissaient ont créé des facteurs de sécurité garantissant la longévité. L'artisanat traditionnel mérite le respect. Pourtant, ces structures ont été construites à un coût humain inacceptable, dans des conditions que les sociétés modernes interdisent à juste titre. Le défi qui se présente à nous est d'atteindre la grandeur architecturale, sans sacrifier la sécurité des travailleurs, de créer une beauté durable tout en protégeant ceux qui la construisent, d'honorer le passé en tirant des leçons plutôt qu'en répétant ses erreurs. Regarder la construction médiévale à travers le prisme des réglementations modernes révèle à quel point nous avons progressé, non seulement techniquement, mais aussi moralement. Le passage du savoir empirique à la compréhension scientifique, de l'acceptation du risque à sa prévention, de la compensation du danger par des salaires plus élevés à l'élimination du danger par une meilleure conception, représente un véritable progrès dans la manière dont l'humanité valorise la vie. Lorsque nous nous tenons dans une cathédrale gothique et nous émerveillons de ses voûtes élancées, nous devrions nous souvenir à la fois de l'habileté remarquable des artisans médiévaux et du prix payé par les ouvriers qui ont donné vie à ces conceptions. Les pierres se souviennent de ce que nous avons oublié et de ce que nous avons appris. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers la construction médiévale et ses violations des normes de sécurité modernes. J'espère que vous avez acquis une nouvelle perspective sur les réalisations et les coûts de la construction au Moyen Âge, et que vous voyez peut-être les cathédrales gothiques différemment maintenant, les reconnaissant comme des monuments, à la fois à l'ambition humaine et au sacrifice humain. En regardant ces structures, nous pouvons apprécier l'habileté remarquable des bâtisseurs médiévaux, tout en étant reconnaissants pour les réglementations de sécurité qui protègent les travailleurs modernes de destins similaires. Si vous avez apprécié cette exploration de la manière dont les méthodes de construction médiévale seraient illégales aujourd'hui, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne intéressée par l'histoire médiévale, la sécurité dans la construction ou l'évolution des pratiques de construction. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies des pratiques historiques et de leur comparaison avec les normes modernes. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les violations de la construction médiévale? Quel danger vous semble le plus choquant du point de vue actuel? La conversation se poursuit ci-dessous, et j'ai hâte de lire vos idées. Les pierres se souviennent, et en étudiant ce qu'elles nous disent, nous nous assurons que les leçons payées par le sang médiéval éclairent la manière dont nous construisons aujourd'hui et demain.